Hubert Védrine, vous aviez vu autant d'informaticiens en vrai dans votre vie ou pas? C'est impressionnant, hein? Je ne savais même pas qu'il y en avait autant en tout. Et ça n'est que la partie la plus brillante d'une armée des ombres. Ils ont un esprit collectif. Ils sont un public attentif, curieux. S'il y a eu continuité du service privé et du service public ces 3 dernières années, malgré les catastrophes et la pandémie qui nous est tombée dessus, c'est en partie grâce à eux. Et ma foi, ils ont contribué à l'intérêt général qui a fait l'essentiel de votre vie politique, Hubert Védrine. Vous n'y échapperez pas, je sais que ça vous ennuie profondément. Les chicayas, les péripéties, l'échelle du mois, alors que vous êtes à l'échelle de la décennie, de la cinquantaine d'années. Mais enfin, il faut quand même revenir sur cette crise politique qui secoue notre pays. Alors vous allez me dire, elle dure depuis longtemps, l'abstention, etc. Mais enfin là, dans la revue de presse internationale qui pouvait être faite lundi matin, les observateurs européens se penchaient sur ce pays qui a envoyé au Parlement 2 partis assez extrémistes, qui n'a donné qu'une majorité relative à un parti de gouvernement, un parti de gestion. Et cette presse étrangère se demandait si ça n'allait pas fragiliser la position de la France en Europe, qui avait vocation à être un interlocuteur de Vladimir Poutine dans la crise ukrainienne. Bref, les partenaires européens de la France s'inquiétaient de façon proportionnelle au désintérêt absolu que les Français marquent pour la situation et de politique des pays qui entourent traditionnellement notre pays. Alors je vous pose la question, est-ce que cette majorité relative est ennuyeuse, embêtante pour les relations internationales de la France et l'action internationale d'Emmanuel Macron dans les jours, les semaines, les mois qui viennent? Alors, comme je l'ai dit à David avant, ce n'est pas du tout mon sujet. Mais je suis un peu entre ses mains momentanément, là. Mais il faut dire qu'il fait une revue de presse tous les jours. Donc, son angle de vision est quotidien, on va dire. Bon. Et moi, j'essaie de me mettre dans la durée. D'ailleurs, dans mon dictionnaire amoureux de la géopolitique, je parle de Gengis Khan, par exemple, vous voyez, des pharaons, de Napoléon, du congrès de Vienne. Vous avez vos copains, j'ai les miens, c'est tout. On ne sait pas qui vous aimez dans ce paquet, mais enfin bon. Disons qu'il y a une crise assez frappante dans l'ensemble des démocraties, pas à cause de Poutine, à cause du fait que dans les démocraties, il y a énormément de gens qui ne veulent même plus être représentés. Donc il y a 2 pays dans lesquels c'est quand même bizarre en ce moment, les États-Unis et la France, les autres un peu, mais c'est moins net. Et il y a des gens qui peuvent voter parce qu'ils sont furieux pour des tas de raisons, pour des programmes qu'ils ne supporteraient pas pendant 3 jours en fait. Mais ça fait partie de la situation et comme on est dans une évolution de civilisation où l'émotion, le ressenti, l'humiliation, la volonté de vengeance, l'excitation, ceci, cela, c'est de plus en plus important avec la multiplication par l'information continue qui est une machine à hystériser, plus le monde des réseaux sociaux, etc. Bon. Bref, la part de raisonnement et de mise en place est de plus en plus faible. Ça peut donner des résultats comme ça. Donc là, en effet, il y a une situation originale, puisque depuis la Ve République, il n'y a jamais eu d'Assemblée nationale composée comme ça, presque comme si on avait voté à la proportionnelle. C'est pas le cas. Et j'en sais pas plus que vous, parce que je ne sais pas comment ça va tourner. Avant, il y avait une majorité, quand c'était relatif, avec un écart pas trop grand. Ça pouvait se compenser au cas par cas par la majorité plus que quelques partenaires, mais là, on ne sait pas. On est devant une inconnue. Donc on va voir, il n'y a pas de gouvernement d'union nationale pensable, parce qu'ils sont d'accord sur rien. C'est pas une cohabitation, parce qu'il y a une cohabitation quand il y a un vainqueur net, vous voyez. Un pouvoir, il y en a eu 3 en France. Et j'ai eu un rôle dans les 3 d'ailleurs, donc je suis une sorte d'expert des cohabitations, mais pas là, c'est complètement différent. Bon, donc on verra. C'est pas impossible que le président arrive en négociant toute la journée, donc c'est tout à fait différent d'avant, c'est plutôt un peu comme l'Italie, vous voyez. Peut-être qu'il peut arriver à trouver des accords sur certains points avec des majorités changeantes. Bon, on ne sait pas. On verra. Mais c'est pas le problème numéro 1, parce que, alors, du point de vue des partenaires européens, la réaction, c'est une réaction de ricanement, en général, de compassion,
ou bien de stupéfaction. Mais il faut dire que les Européens, les uns sur les autres, sont pleins de vacheries tout le temps. Donc il y a des tas de trucs qui remontent parce qu'il ne faut pas du tout croire qu'on est un monde nouveau par rapport à avant. C'est absurde ça. Donc il y a des espèces de préjugés qui remontent sans arrêt. Et si la France a des problèmes, les autres disent c'est bien fait pour eux, ils sont trop prétentieux. Vous savez bien ça. Alors après ils vont dire mais il faudrait quand même pas que ça dysfonctionne. Et si ça pèse sur le fonctionnement de l'Europe, qui est déjà compliqué, ça serait embêtant, mais ça viendra après. Donc ils en sont plutôt au ricanement, là, pour le moment. Mais ça ne va pas durer. Et vous qui avez rencontré des chefs d'État étrangers quand vous étiez ministre des Affaires étrangères, quand il y a un scrutin électoral comme celui-là, je ne parle pas du résultat, mais comment s'informaient ou s'informent Helmut Kohl et ses successeurs, Margaret Thatcher et ses successeurs, quand ils observent la météo politique française à l'issue d'une élection comme celle-ci? Comment ils la regardent? Mais ils ont 1000 moyens d'information, il n'y a aucun problème, et puis ils ont de l'expérience. Mais il y a surtout l'idée que dans le système international, il n'y a pas d'ordre mondial. Le mot ordre est trop... Il y a une sorte de système de facto. Les gens détestent l'instabilité, en fait. Donc les dirigeants, ils s'aiment ou ils s'aiment pas, ils se combattent ou ils sont alliés, mais ils aiment bien pouvoir prévoir. C'est un peu comme les investisseurs dans certains domaines, ça les embête qu'on ne sache pas. Donc quand il y a des changements, même quand c'est des gens qui les ont combattus, c'est quand même embêtant. Parce que pendant quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas trop comment on peut jouer. Soit on est pour, soit on est contre, etc. Donc le système aime la continuité. Je lisais... Alors après... C'est toujours pareil avec Hubert Védrine. Je prépare ma question et il n'a pas fini de sa réponse. Non, parce que je réponds à la suivante. Ouais, c'est ça ma question. Ouais, c'est ça les diplomates. Ça n'a aucun rapport avec la diplomatie et ni avec la psychologie. Si j'étais diplomate, je vous laisserais au contraire. Ils ont toujours un ou deux coups d'avance. Poser des tas de questions. Donc, pour les dirigeants en fonction, il y a toujours des élections quelque part. Toujours, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc, c'est pas important pour eux. C'est un peu énervant, mais c'est pas important. Donc, ils vont dire, bon, on va voir, on verra bien. Et après, ils s'occupent avec autre chose. Il y a un Conseil européen, souvent, qui est très important, qui doit traiter de la question de la relance ou non de l'élargissement. Et comment concrétiser la réponse à l'Ukraine, qui sera l'acceptation d'une candidature de principe. Et après, il y a des années de négociations très compliquées. Du coup, on va dire, mais qu'est-ce qu'on fait des Balkans à qui on a fait des promesses depuis des années? Bon, il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils ont dit, ah oui, tiens, en France, Macron a eu un résultat décevant. Bon, enfin, on va voir quel est l'ordre du jour et on continue. Donc ça occupe une petite place dans leurs préoccupations. Vous avez dit qu'ils n'aimaient pas l'instabilité. Oui. Là, ils sont servis, parce qu'en l'espace de non, 6 ans... pour la France. La France. Oui, mais c'est un élément parmi d'autres, et dans un système européen. Et personne n'imagine que les fondamentaux de la politique étrangère française, même si c'est plus compliqué qu'autrefois, soient modifiés du jour au lendemain. Donc ils ont tous des soucis énormes à traiter dans l'heure qui suit, quels que soient les dirigeants. Donc ils se disent, on verra bien. Donc c'est pas un gros souci pour eux. Ils ne sont pas chargés de commenter au jour le jour ce qui se passe en France. Voyez. Quel regard vous portez donc sur la situation de l'Europe aujourd'hui, confrontée à l'invasion de l'Ukraine par Poutine? Ça, c'est un facteur d'instabilité. Poutine lui-même, est-ce qu'il avait prévu ce qui arrive? Comment vous observez cet événement en sortant de l'échelle électorale à la semaine dont je nous sors immédiatement? Alors, le mot Europe, je vous incite à faire attention, c'est un mot valise, comme disait le linguiste. Quand on dit Europe, on ne sait jamais si on parle des institutions européennes, mais elles ne sont pas dans le même sac. Parce que la Commission européenne, vous le savez très bien à travers l'histoire de réglementation ou autre, elle essaie, en s'appuyant sur la Cour de justice, de faire avancer une sorte d'européisme fédéraliste, même si les peuples ne sont pas très pour. Le Parlement européen, il y a des positions complètement opposées entre elles. Le Conseil européen, c'est différent, où il y a les chefs d'État qui essaient au contraire de maintenir, tout en coopérant, des prérogatives. Donc déjà, le mot Europe. Alors si on parle des 27 gouvernements, c'est encore autre chose. À peu près tous en coalition. Si on parle des opinions publiques, c'est encore autre chose. Donc il faut préciser. Alors, dans le cas du fonctionnement c'est pas tellement les institutions. Je fais un tout petit retour en arrière. Bref, après la fin de l'Union soviétique, c'est pas vieux, mais ça détermine la façon dont on ressent les choses. Je parle pas de la chute du mur, qui est un événement émouvant, mais exagéré, dont l'importance est exagérée. Je parle de la fin de l'URSS. Donc, dans les années 90, les Occidentaux se sont dit, on a gagné, c'est fini. On a gagné.
C'est la fin de l'histoire. Le professeur Fukuyama disait ça. On a gagné. Tout le monde est pour la démocratie, le marché et la technologie, et tous vous incarnez. On a gagné. Il n'y a plus que des pays marginaux, donc on s'en fiche. Donc ce que ressentent les Russes, on s'en fiche. Ce que pensent les Chinois, on s'en fiche. Je ne parle même pas des Arabes, des Africains, on s'en fiche, globalement. Ça, c'est l'Occident triomphaliste, qui est très différent de l'Occident de la guerre froide, qui était très déterminé, mais très réaliste en même temps, en gérant des bras de fer compliqués. Alors, les Européens l'ont vécu d'une façon encore plus naïve que les Américains, qui ont gardé le sens de la puissance, du pouvoir, du leadership, etc. Les Européens, ils se sont mis à croire à la communauté internationale, qui n'existe pas en fait. Il n'y a pas de communauté. Le mot est chaleureux, communauté. Donc il y a une situation internationale de facto. Il y aura peut-être un jour une communauté. C'est vrai dans certains domaines, rarement. Mais ils ont vécu ça. Moi, je dis en blaguant depuis longtemps que les Européens sont des bisounours qui ne se rendaient pas compte qu'ils vivaient dans Jurassic Park. Maintenant, ils atterrissent. C'est douloureux. Alors moi, je suis typiquement français, mais un ancien ministre allemand, Sigmar Gabriel, l'a dit très bien aussi en disant, alors à ses compatriotes allemands, attention, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Donc pour les Européens qui croyaient vraiment à un monde post-tragique, post-traumatique, post-historique, post-identitaire, blablabla, tout ça, communauté internationale, ils s'aperçoivent que non, mais aucun des autres ne croit ça. Hein. Les Chinois, les Africains, même les Américains et les Brésiliens ne pensent pas ça. Hein. C'est que les Européens. Et encore, c'est les Européens de l'Ouest plutôt. Hein. Donc il y a un atterrissage qui est un peu plus difficile pour nous que pour les autres. Alors, ils croyaient que la guerre était finie. Il y a eu des guerres dans plein d'endroits, mais ils pensaient que c'était fini. Ils croyaient que la Russie était sous contrôle, on va dire. Mais pas par complaisance envers Poutine, comme on l'entend dans certains débats récents, tout simplement parce qu'on a tellement gagné, ils sont tellement mauvais, tellement pas importants, qu'ils avaient gardé peut-être un petit pouvoir de nuisance résiduelle périphérique, mais pas plus. C'est pour ça d'ailleurs que dans les 15 années après la fin de l'URSS, les Occidentaux ont été, disons, arrogants, dominateurs, mais par désinvolture. Pas pour humilier la Russie, par désinvolture. On s'en fiche de ce que pensent les Russes. Et dans les 15 années plus récentes, où les Russes se montraient au contraire de plus en plus animés par l'idée de se venger de cette situation, les Occidentaux les ont globalement à nouveau sous-estimés. Même les Américains qui rendaient publiques les informations remarquables de leurs services secrets sur les manœuvres, sur les plans d'attaque, il y en a toujours des plans d'attaque. Ils n'y croyaient pas en fait, parce qu'on pensait que Poutine était in the box. Donc ce que ressentaient les Russes et toutes les histoires sur l'Ukraine, la Russie, on dit en gros on s'en fiche. Donc les Européens, c'est encore plus dur pour eux d'intégrer cette réalité. D'autant que ça va durer. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... On ne va pas revenir dans le monde idéal des bisounours. Hein. Vous le savez bien, vous êtes dans des milieux économiques ultra compétitifs, ultra concurrentiels. Enfin, ultra concurrentiels à l'intérieur d'un tout petit nombre de pays, en fait, ou d'entreprises. En tout cas, voilà ce que nous vivons, nous, Européens, en ce moment. Et comment nous préparer à un conflit qui est sans solution, en fait. Sans solution, qui peut s'arrêter militairement, il peut se stabiliser, mais on ne peut pas le résoudre. Donc il faut se préparer à ça. On n'était pas non plus préparé à ce qui arrive aux États-Unis. On pensait qu'on appartenait à un camp occidental, on pensait que les Américains auraient toujours une attitude protectrice, on avait confiance aussi dans la démocratie américaine. Nous avons confiance dans certaines limites, mais quand même dans la technologie américaine. Depuis 25 ans, 30 ans, l'évolution technologique dans les boîtes françaises, les références professionnelles d'un certain nombre de communautés professionnelles sont aussi inspirées de ce qui se passe aux États-Unis, de technologie américaine, pas seulement, mais aussi. Je voudrais qu'on parle du rapport aux États-Unis de l'Europe. Alors, il y a plein de questions considérables dans votre question, mais on a vécu, on était porté par l'élan de l'américano-globalisation, en gros. Ce qu'on appelait la mondialisation. Ce n'est pas les autres qui nous mondialisent, c'est nous qui les avons mondialisés. Bon. Avec cette vision naïve, sympathique, si je puis dire, des Américains et de la Commission européenne à l'époque, disant les Chinois nous embêtent parce qu'ils ne respectent pas la propriété intellectuelle, enfin, vous savez très bien tout ça, mais on va les mettre dans l'OMC, ça va les aider à se développer, et donc ils vont devenir démocratiques. Tous les dirigeants occidentaux, politiques ou économiques, ont cru ça. Et l'idée qu'il fallait acheter un maximum de gaz russe, c'était la même idée.
il faut l'acheter parce que du coup, les Russes sont dépendants de leurs acheteurs par rapport à ça. Tout ça aggravé par la décision tragique en Allemagne de sortir du nucléaire prématurément sur une base totalement irrationnelle et non scientifique qui a obligé l'Allemagne à relancer le charbon et à acheter encore plus de gaz russe. Bon, il y a une sorte de la politique énergétique cumulée des décideurs en Europe et marche sur la tête globalement. Donc il y a tout ça qu'il faut avoir en tête, mais votre vraie question, c'est celle des États-Unis. Après la guerre, les Européens ont supplié les Américains de les protéger, ce qu'ils ont fait finalement. Donc il y a 2 ou 3 générations d'Européens qui se sont sentis dispensés d'avoir à se défendre par eux-mêmes. Les Français disaient périodiquement il faudrait que les Européens en fassent plus en matière de défense, mais les peuples ne veulent pas, ils veulent du social, ils ne veulent pas de la défense. Et donc ça n'a jamais bougé par rapport à ça. Et même dans les moments d'inquiétude terrible, quand Trump disait après tout l'Alliance Atlantique, moi je m'en fiche, au lieu que les Européens se disent c'est le moment ou jamais, il faut prendre nos responsabilités, ils disaient oh là là, c'est pas possible que ce soit vrai, c'est un cauchemar, on va attendre que ce soit fini. Donc on a une situation ambiguë par rapport à ça. Et quand la France parle d'une Europe de la défense, les autres disent mais non, surtout pas. On en est incapable, c'est trop cher, c'est dangereux. Et si on fait quelque chose, ça va servir de prétexte aux Américains pour fiche le camp. Et ça n'a pas tellement bougé, sauf maintenant, on va peut-être, compte tenu de l'agression de Poutine qui peut faire bouger les lignes, se mettre d'accord sur une affirmation européenne au sein de l'Alliance, tolérée, même encouragée par les Américains, et acceptée même par les Polonais qui avaient peur que ce soit des prétextes. Ça va bouger, on est dans un moment où ça va bouger. Il y a plein de sommets là ces jours-ci, c'est par hasard, mais qui sont très très importants par rapport à ça. Mais la technologie, c'est une autre affaire, parce que dans la grande américano-globalisation, vous le savez très bien, vous êtes dans l'informatique, c'est une espèce de gigantesque marée américaine avec une capacité d'invention géante, avec une compétition énorme, mais les Américains, un peu 2, 3 autres, mais pas beaucoup, et des entreprises américaines de concurrence entre elles. Et dans tous les domaines de technologie, si on parlait de défense, si on parlait de spatial, si on parlait des câbles, si on parlait de ceci, cela, on verrait que il y a 200 pays aux Nations Unies, mais il y en a 180 qui comptent pour du beurre, hein, là-dessus, vous le savez bien. Donc la compétition, qui change ou qui ne change pas, c'est entre un tout petit nombre d'acteurs, publics ou privés. Alors déjà, avant le traumatisme ukrainien, là, il y avait quand même une grosse évolution, notamment sur la question chinoise, puisqu'après, pendant longtemps, avoir dit la croissance de la Chine est bonne pour nous parce qu'on peut faire fabriquer n'importe quoi là-bas à des coûts très réduits, il y a un début de changement qui remonte à Obama, puis Trump, puis Biden. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est la même ligne. Donc se libérer en partie, se dégager en partie de la trop grande dépendance envers la Chine. Donc dans le monde mondialisé que vous avez connu, il est déjà corrigé, avant l'Ukraine, par un début de fragmentation. Fragmentation du côté américain, du côté chinois. Donc dans vos métiers, ce qui est très important, c'est de savoir jusqu'où va aller la fragmentation. Maintenant qu'il s'y ajoute en plus l'isolement, l'ostracisme autour du système russe, mais ça pèse pas lourd dans le système économique mondial et zéro en matière technologique. La Chine, c'est autre chose quand même. C'est considérable. Jusqu'où ça va aller? Fragmentation pour trouver les terres rares, les minerais. Fragmentation dans la fabrication, dans les ventes, dans les accords possibles, dans les codes, dans les données. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Mais je ne crois pas qu'on va voir se reconstituer des blocs autonomes, autarciques, coupés, pas complètement. Même entre le système chinois et le système américain. C'est pas possible, vous savez bien. C'est pas possible que ça aille jusque-là. Mais ça peut quand même conduire à une situation, vous aurez pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, à travailler dans un monde complètement différent. Et donc pas du tout la mondialisation normalisatrice avec les mêmes réglementations partout. C'est pas le cas du tout. Et par ailleurs, il y a l'Europe qui essaie de batailler, par exemple, sur la question de la protection des données, vous savez bien, mais sur certains domaines. Mais ça, c'est, disons, une sous-fragmentation par rapport à la fragmentation globale. Et en plus, dans ce monde où il y a la compétition, donc système mondialisé, américano-globalisé, système chinois et compagnie, là, je reviens à la géopolitique, l'élément le plus frappant depuis le début de cette guerre horrible, c'est qu'aux Nations Unies, il s'est trouvé 140 pays pour condamner l'attaque russe, bon, normal. Il s'est trouvé 40 pays pour ne pas prendre parti. Les pays qui ont voté pour la Russie sont très peu nombreux, 7 ou 8. Ça compte pas.
Mais les pays qui n'ont pas pris parti, c'est une quarantaine, représentant 60% de l'humanité. Donc, ce qui est en train de se vivre derrière l'horreur au jour le jour de la guerre ou les événements politiques en ce moment en France et dans d'autres pays, c'est la réapparition du non-alignement des années 60. Des pays qui ne sont pas pour Poutine, mais ils ne veulent pas être automatiquement derrière nous. Alors, pour le moment, ça n'a aucune répercussion en matière notamment technologique, et c'est des pays qui ne sont pas leaders, sauf là, il y a la Chine dedans, il y a l'Inde. Mais ça alimente cette affaire de fragmentation, et après on va voir et les États-Unis et la Chine essayer de faire basculer de leur côté un maximum de ces pays. Pour la France, c'est important parce qu'il y a un très grand nombre de pays africains dedans, notamment francophones. Les plus malins, ils n'ont pas pris part au vote. Ils sont même pas abstenus en votant. Bon, voilà le tableau. Alors, quelles répercussions dans vos domaines? Je reviens à ma remarque d'avant. Il s'agit d'évaluer, mais là, après, il faut faire un plan, une évaluation métier par métier, entreprise par entreprise. Il faut évaluer la rapidité et le point d'arrivée de la fragmentation. Il restera une mondialisation. Il y aura toujours les porte-conteneurs, des choses comme ça. Il y a toujours les câbles qui sont encore plus importants que les satellites. Il y aura tout ça. Mais quand même. Avant qu'on aille plus loin, sur la fragmentation, qui est un concept important, qu'est-ce que c'est qu'un monde fragmenté? Ou à quoi ressemblerait le monde fragmenté vers lequel nous nous acheminons? Quelles en sont les caractéristiques principales? Il suffit de regarder les discours à l'époque de l'Amérique triomphante du début, l'époque clintonienne. Vous voyez, on a gagné nos valeurs, nos technologies, nos données, notre langage, le globisme, tout ça. Bon, tout ça va s'imposer dans le monde entier. Et s'il y a des crétins qui n'ont pas compris, on va les sermonner, puis les sanctionner, puis les bombarder, mais ils sont marginaux. On s'en fiche. Là, c'est l'idée, y compris celle de la Commission européenne pendant longtemps. On peut parler aussi d'idéologie EMC. C'est que le développement, la croissance, qui n'est pas faux en plus, va permettre de dépasser tous les problèmes hérités de l'histoire. On s'en fiche du monde d'avant et du monde d'avant. Bon, tout ça, on s'en fiche, les peuples, les rancunes, les incompatibilités, les vengeances, tout ça, c'est dépassé. C'est dépassé par la croissance, par la modernité, par la technologie, par la communication, par tout ça. Et c'est vrai que, il ne faut pas se tromper, la plupart des peuples dans le monde aimeraient bien vivre à l'occidental ou à l'européenne, mais pas sous la coupe des occidentaux. C'est pas la même chose par rapport à ça. Donc, la rupture, elle est par rapport à tout ce qu'on avait vécu pendant les années 90, puis 2000. Donc, c'est un monde qui va s'unifier. Donc, fin de l'histoire. On va tous être pareils, etc. Et après, le monde fragmenté, c'est qu'il y a un monde chinois qui, avec Deng Xiaoping, puis Jiang Zemin, puis Hu Jintao après, disait, nous, on va s'intégrer dans ce monde-là. C'était le pari de Kissinger et de Nixon au début. À partir de Xi Jinping, ils disent non, au niveau de puissance qu'on a atteint, vous le savez bien dans vos métiers, niveau de puissance qu'on a atteint, il n'y a pas de raison de raser les murs. Nous allons abandonner la prudence tactique que nous recommandait Deng Xiaoping et on va assumer. On est très puissant et nous voulons devenir la première puissance au monde dans tous les domaines. Alors ils disent 2049 parce que le Parti communiste chinois avait été fondé dans la concession française de Shanghai à l'époque, en 1929, je crois, ou 19. Bon, en tout cas, il y a un point de repère avec le 9. Donc ils disent ça. Si les Chinois disent plus personne ne pourra plus jamais nous empêcher de nous développer, contrairement à ce que vous avez fait pendant un siècle et demi, ok, chacun son tour, ils prennent leur revanche, c'est comme dans le sport. Très bien. C'est pas la même chose que la vengeance. Mais après, il y a un autre discours chinois, qui est de dire, mais en plus, votre système ne marche plus. Notre système marche mieux. Regardez vos systèmes démocratiques, vous donnez des leçons tout le temps, mais ça marche de moins en moins bien. Vous ne pouvez pas décider. Il n'y a jamais le consensus. Quand il y a un consensus, vous êtes contesté dans la rue, ou devant la Cour de justice, devant je sais pas quoi, ou devant l'Europe. Donc votre système marche de moins en moins bien, vous êtes de moins en moins efficace. Et donc les démocraties vivent pas bien, en moyenne. D'où les votes populistes qui sont des votes de souffrance, en fait, par rapport à ça. C'est ce défi. Parce que pour les Occidentaux, c'est juste, c'est comme une hérésie, en fait. C'est tellement évident pour les démocrates, les démocraties, qu'on est l'avant-garde de l'humanité en termes de progrès, de développement, de technologie, de morale, d'éthique, que ce défi est insupportable, en fait. Avec des réactions assez variées. Donc le bras de fer est là, et quelle que soit l'horreur de ce qui se passe en Ukraine, quel que soit le problème réel que pose le fait d'avoir à être le voisin de la Russie, bon, quelles que soient les crises politiques variées ou les situations compliquées
comme en France en ce moment, mais dans d'autres pays. Au début en Allemagne, quand ils ont fallu faire la coalition, ils ont négocié pendant plusieurs semaines pour se mettre d'accord sur quelque chose. Plus c'est la situation aux États-Unis, ils sont dans la plus mauvaise situation politique et psychologique depuis la guerre de sécession, quand même. Il y a deux pays qui ne parlent plus entre eux. Bon, alors donc les Chinois veulent engranger ça, mais ils ont leur faiblesse, ils ont leur retard. En fait, ils peuvent pas se passer pour le moment d'une partie de la technologie américaine, vous savez bien. En termes de semi-conducteurs, ils ne contrôlent pas tout. En termes de terres rares, ils s'étaient mis à tout contrôler parce qu'on avait été négligent, pensant que c'était l'économie d'avant-hier. On s'en fiche des mines, en fait. Il faut redémarrer. Donc, c'est pas joué. C'est pas joué, mais c'est pas du tout la même chose que la mondialisation qui avançait sans que personne ose la défier. Sauf des islamistes dingues capables de faire des attentats suicides, mais c'est évident qu'ils ne portaient pas en eux une solution d'avenir pour l'humanité, même s'ils étaient capables de tuer beaucoup. Là, le défi est d'une autre nature, plus important que l'affaire russe. Et d'ailleurs, pour le président Biden, qui est donc dans la ligne, je le répète, d'Obama puis de Trump, pour Biden, il croyait avoir neutralisé la Russie, avoir mis Poutine in the box, et puis Poutine l'oblige à revenir à une situation de guerre d'avant, mais Biden le dit, Blinken le dit, le défi numéro 1 reste la Chine, pour des raisons évidentes d'économie, de technologie, de recherche. C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, je ne sais pas si vous vouliez parler de Taïwan, ou je dis un mot, ou c'était pas prévu. Vous dites ce que vous voulez, j'ai une question en préparation que je pourrais poser demain, donc il n'y a pas de problème. Faut que je tienne jusqu'à demain. Alors, sur Taïwan, juste, puis je vais laisser David poser cette question, mais sur Taïwan, je pensais déjà avant que les Américains, de toute façon, ne pouvaient pas laisser la Chine prendre le contrôle de Taïwan, et des semi-conducteurs produits à Taïwan, c'est juste impossible. Sinon, la Chine contrôle le système mondial. Donc, j'en étais arrivé à penser avant que les Américains, s'ils ne pouvaient pas défendre Taïwan, détruiraient les usines. Évidemment, ça mettrait l'économie mondiale à l'arrêt, en quelque sorte. Mais les Chinois le savent, ça. Les stratèges chinois, ils ne sont pas idiots. Ils savent que les États-Unis ne peuvent pas survivre en tant que puissance mondiale à une situation de ce type. Donc, j'étais arrivé à l'idée que ça allait plutôt se dissuader. Plus la détermination en Ukraine, parce que Poutine a complètement sous-estimé le fait qu'une Ukraine nouvelle est apparue, la détermination des Européens, des autres, il a sous-estimé. Donc, c'est en plus un message pour les Chinois. Voilà. Vous avez parlé des Chinois qui avaient décidé de faire autrement à partir de Xi Jinping. J'aimerais savoir s'il y a des États qui sont mieux équipés que d'autres pour décider de stratégies à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'ils se font des plans. On parle beaucoup de planification, de plans, de stratégie. Vous avez parlé des stratèges chinois qui savaient les intentions américaines à Taïwan. Mais j'aimerais savoir si les États peuvent encore élaborer des stratégies, s'y tenir, et si les États qui élaborent des stratégies ont raison de le faire et parviennent mieux à leur fin que les autres. À nouveau, beaucoup de questions intéressantes, mais bien sûr qu'il faut avoir une stratégie. D'ailleurs, les grandes entreprises ont une stratégie. Elles ont un peu râlé quand on a recommencé à parler de planification écologique, c'est une nécessité. Mais la plupart des grandes entreprises mondiales d'aujourd'hui ont une stratégie qui va plus loin que celle des dirigeants politiques, qui sont bornés par des mandats et dont ça va durer 5 ans au maximum. Aux États-Unis, 4 ans. Vous voyez, 5-6 ans. Donc il faut une stratégie. C'est absolument impossible d'affronter les défis dont j'ai parlé, le fait qu'on s'est fait des illusions sur la mondialisation, plus le compte à rebours écologique qui est fondamental et qui va rattraper le monde numérique, compte tenu de la consommation géante d'énergie, d'électricité, ceci, cela. Bon, il faut s'organiser par rapport à ça. C'est pas possible de pas avoir. Je parle pas des planifications balourdes à l'ancienne, hein, avec des décisions. Moi, je pensais à la Chine. Je pensais à la Chine qui décidait des choses. Ben oui, c'est plus facile pour la Chine telle qu'elle est, parce qu'elle n'est pas empoisonnée toute la journée par des défis, l'information continue et je ne sais quoi, et des élections régionales tous les 3 mois comme en Allemagne. C'est triste à dire, et je suis pas du tout pour le système chinois, naturellement. Mais je constate. D'ailleurs, les Indiens ont dit ça à une époque. Les Indiens. Il y a quelques années, il y a eu un mouvement de commentateurs indiens qui disaient « c'est quand même incroyable, ça fait 30 ans qu'on discute de l'autoroute Bombay-Delhi, on n'y arrive pas ». Parce qu'il y a 36 niveaux de décision, donc de corruption, ceci, cela. Et les Chinois, ils ont fait 300 autoroutes en 10 ans. Comment ils ont fait?
Alors ils ont dit c'est le système chinois. Donc les Indiens ont dit mais c'est horrible, on va pouvoir implanter le système chinois, l'équivalent du Parti communiste en Inde. Mais le débat s'était développé un peu. Donc un énorme défi pour les démocraties modernes auxquelles on est tous, je crois, viscéralement attachés, c'est celui de l'efficacité. Et ce que raconte la Chine, c'est parce qu'ils anticipent sur le fait que l'Occident, qui leur paraît en déclin pour 36 autres raisons morales, sociétales, etc., mais ils pensent que l'Occident n'est pas capable de réagir, en fait. N'est pas capable de surmonter les problèmes que nous décrivons et de redevenir efficace en répondant aux demandes des gens, mais en étant efficace. Donc il y a quand même un minimum d'anticipation dans l'affaire. Mais c'est pas de la planification soviétique, hein. C'est se dire quand même quels sont les choix à faire dans les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans. Et tout le monde le sait ici. C'est une question de matériaux, de données. Comment c'est quoi l'avenir des câbles sous-marins? C'est quoi l'avenir des satellites? On va être bientôt dans un espace bourré de débris dans lequel ça deviendra quand même dangereux et très coûteux de lancer des satellites qui vont se caramboler avec des débris de satellites. Bon, on est obligé de voir, mais chacun le fait dans son domaine. Donc, n'ayons pas peur de l'idée d'une planification publique collective si elle est fondée sur la concertation, l'anticipation et qu'elle n'est pas à la sortie, c'est pas un adjudant-chef, c'est autre chose, c'est indicatif. Ça serait quand même embêtant que seuls les dirigeants politiques occidentaux ne puissent pas le faire et que tous les autres le fassent. On a beaucoup parlé depuis hier d'environnement hybride et nous avons fait le constat, et on le fait dans nos emplois respectifs tous les jours, que les Occidentaux ont fait le choix, peut-être civilisationnel, de rester chez eux pour travailler. Ils ne veulent pas revenir, ou en tout cas pour l'instant, pas revenir dans les entreprises pour bosser. Est-ce que vous avez une idée de ce que cette lame de fond sociétale peut provoquer chez les Chinois ou dans d'autres pays quand ils regardent l'Occident? Ou est-ce que chez les Chinois, c'est pareil, télétravail et puis c'est tout? Non, ça va confirmer les Chinois dans l'idée que l'Occident est fichu, quoi, en gros. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à donner aux Chinois le virus des vacances. Non, ils l'ont pas encore, en fait. On verra, peut-être qu'on va y arriver un jour. Mais vous parlez sérieusement? C'est-à-dire que vous assimilez cette volonté des gens de travailler chez eux pour réduire les temps de transport, pour améliorer leur qualité de vie, comme un syndrome de la recherche effrénée du confort en Occident? Oui, mais je dis ça comme ça, parce qu'on parle tous les deux et je suis pas à la tête d'une entreprise. Si j'étais à la tête d'une entreprise, je dirais, mais naturellement, on va discuter, on va écouter les demandes des uns des autres et on déterminerait les jobs dans lesquels c'est possible d'être plus chez soi, les jobs dans lesquels c'est impossible. On va voir, on va discuter, puis je parierais sur le fait que peu à peu, soit le goût, soit l'obligation de travailler va remonter, un peu en proportion, mais que naturellement, par rapport à avant, il y aura un plus grand nombre d'activités qui auront lieu à distance. Bon, il y a des tas de réunions qui peuvent se faire par visio, hein. Moi, j'en ai fait tout le temps depuis 2 ans. Et donc, il y a un rééquilibrage. Donc, je parierais plutôt sur un rééquilibrage en 2-3 ans. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés, mais ça dépend des métiers, vous le savez bien, ça dépend des métiers. Donc, il n'y a pas de réponse globale. Mais on ne peut pas vivre globalement sans travailler en vrai, à un moment donné. Et on ne peut pas continuer à produire. Nous, on vit sur une échelle géante en Occident, qui est le résultat des siècles derniers, dans lequel on n'appliquait aucune des valeurs fondamentales d'aujourd'hui, aucune. Donc c'est quand même donc on peut vivre 1 génération, 2 générations, et puis après, ça va diminuer. Donc il faut quand même retrouver le goût et l'intérêt du travail. Ça suppose une révolution dans le travail, mais il y a une voie à trouver. Donc je ne suis pas dans un des extrêmes. Je ne dis pas le travail physique est fini. Je pense à Jérôme Fourquet qui, dans son essai « La France sous nos yeux », expliquait que c'était la première fois dans cette décennie que les Français calquaient leur niveau de travail en fonction du niveau de loisir qu'ils anticipaient. Alors qu'avant, le niveau de loisirs consommé était tributaire du travail qu'on avait pu accomplir et des revenus qu'on avait pu en tirer. Il dit qu'il y a une espèce d'inversion qui est tout à fait nouvelle. Oui, mais est-ce qu'elle est durable? J'en sais rien. Mais ces remarques sont toujours intéressantes. Hein. Fourquet était très bon sur tout ça. Mais à un moment donné, il me semble que les gens vont quand même se rendre compte qu'on ne peut pas avoir ce degré de confort, de vie, s'il n'y a pas des décennies, si ce n'est des siècles derrière de travail acharné, s'il n'y a pas par ailleurs une fiscalité énorme, on est le pays le plus imposé au monde. Certaines années, c'est le Danemark, mais souvent, c'est la France.
Bon, donc pour imposer, il faut qu'il y ait une richesse à saisir. Sinon, on tombe sur les slogans des partis extrémistes qui disent on va faire payer les riches. Mais l'année d'après, on fait payer qui? On ne sait pas. Bon, vous voyez. Donc il peut y avoir une redécouverte d'évidence et de banalité économique. Si on prend les analyses de l'OCDE, la France est le pays le moins inégalitaire de tous les pays de l'OCDE après transferts sociaux. Après transferts sociaux. Grâce à une fiscalité énorme. Mais pour qu'il y ait une fiscalité énorme, il faut qu'il y ait une activité économique énorme. Donc au bout d'un moment, on dira, bah, écoutez, désolé, si vous ne revenez pas travailler, l'entreprise ne peut plus continuer. Donc la vérité arrivera en économie. Dans le monde politique, on peut dire, dans certains cas, n'importe quoi sans sanction, puisque les électeurs peuvent aimer ce qu'on dit. Dans le monde médiatique aussi, c'est un peu comme le monde politique, en fait. Dans l'économie, non. Si vous n'êtes pas réaliste et sérieux, au bout d'un moment, vous êtes rattrapé. Et les gens pas réalistes sont éliminés par rapport à ça. Donc je pense, mais pour le moment, on est sur la lancée de... Pendant la pandémie, c'était assez chouette, finalement. Bon, on va continuer comme ça. C'est pas tenable comme ça dans la durée. Mais je serai dans des fonctions gouvernementales, je ne le dirai pas comme ça brutalement, évidemment. Je dirais il faut réfléchir sur 4-5 ans pour que peu à peu se dégagent des évidences consensuelles sur les métiers, les activités. J'ai dit en 4-5 ans, hein. Ah, le consensus, ça se construit, ça ne peut pas tomber comme ça. Hein. La technologie peut-elle nous sauver? L'innovation peuvent-ils nous sauver? À un moment donné, un président de la République, qu'il est encore, a glorifié la Startup Nation. Et derrière la Startup Nation, il y avait cette conviction qu'une nation qui maîtrise la technologie, qu'une nation qui maîtrise l'innovation, eh bien, elle avance vers le progrès et elle est de la win. Oui, moi je suis hyper pour l'innovation. Le général de Gaulle était très innovant. Hein. Quand vous reprenez les grandes décisions industrielles de Gaulle et de Pompidou, c'est incroyable. Alors ça paraît le monde d'avant, hein, mais c'est quand même très innovant, très moderne, formidable. Regardez le plan nucléaire, électronucléaire de Pompidou-Mesmer, par exemple, il est formidable. Donc, c'est pas assimilé à des formes modernes tout à fait récentes d'innovation. Je suis pour les startups, mais moi, je comparerais pas avec une nation parce que le pourcentage, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, le pourcentage de startups qui survit est assez faible quand même. Hein, au bout de 2-3 ans. Et puis une nation, c'est autre chose, c'est des siècles et des siècles, etc. Bon. Mais l'innovation, oui, très bien. Mais quand vous dites nous sauver, les Chinois pensent ça aussi. Donc on est obligé de réintroduire dans le raisonnement la situation géopolitique. On n'est pas les seuls. Les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance. Ils ont gardé la puissance et la richesse, mais ils n'ont pas le monopole. Donc il y en a d'autres qui disent la technologie va nous sauver, nous. Et on sera en meilleur état de compétition avec les Américains, par exemple. Donc la technologie, même si les Américains restent très, 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 très dominants, beaucoup plus forts, beaucoup plus créatifs, tout ça, ils n'ont plus le monopole, même dans ce domaine. Alors, est-ce que la technologie peut sauver l'humanité? Ça, c'est encore autre chose. S'il y a une humanité collective, par exemple, est-ce qu'on va inventer en matière de compte à rebours écologique des solutions extraordinaires dont on n'a même pas l'idée aujourd'hui, grâce à la technologie, peut-être. Mais comme je le disais tout à l'heure sur le numérique, au passage, la consommation d'énergie, d'électricité et d'autre part de différents minerais augmente à une vitesse folle en matière numérique. Donc un jour ou l'autre, le numérique ne pourra plus raconter que c'est les jeunes, la génération climat. C'est une blague, ça. C'est pas vrai. Parce que comme il y a une génération qui passe absolument tout son temps, jour et nuit, sur des écrans, le degré de consommation et d'accélération va rentrer dans le débat à un moment donné. Donc on dira pas qu'il faut arrêter, plus personne ne peut se passer du monde numérique, et informatique, etc. Mais à un moment donné, vous êtes obligé d'intégrer vous aussi les coûts externalisés de l'écologie. Donc le monde numérique, à mon avis, occidental, européen ou autre, ne doit pas simplement intégrer le défi arrogant des Chinois. Il faut intégrer cet élément. On revient à la durée. Je pense que beaucoup de choses sont possibles en 5, 10, 15 ans. Et dans ces domaines, moi, j'emploie souvent le terme d'écologisation pour parler comme industrialisation. Donc les gens comprennent que ça se passe selon les domaines, hein, en 10 ans, 15 ans, 30 ans, et qu'il n'y a pas les bons et les méchants. Donc c'est une discussion, c'est un processus. Donc il y a une discussion sur le rythme. Expliquez-moi le concept de décologisation, j'ai pas compris. Ça veut dire, au lieu de dire aujourd'hui,
Si on est un écologiste, on va dire, moi je suis un écologiste, donc je suis dans le camp du bien, tous les autres sont dans le camp du mal, toutes les entreprises sont mauvaises et méchantes. Bon, tout ça. Donc c'est horrible, il faut donc arrêter tout de suite toute activité humaine, quelle qu'elle soit, il faut faire des défilés, des Greta Thunberg, et tout. Bon, ce qui apporte aucune solution à rien, naturellement. Donc il y a les bons et les méchants. Et vous avez la traduction, ça, caricaturale dans le monde politique qui schématise tout. Mais c'est pas du tout une approche intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, on peut pas se passer d'énergie, ok. Donc, il faut avoir un plan, une planification, 5, 10, 15 ans. C'est ça, comment est-ce qu'on va écologiser l'énergie? Alors, dans l'idéal, il aurait fallu réduire le charbon. Il aurait fallu que les partis écologistes, alors tous les scientifiques dans le monde sont écologistes, puisqu'ils sont terrorisés, mais aucun n'est dans un parti écologiste. Aucun. Donc, les partis écologistes, en gros, c'est des gauchistes, enfin, en général. Donc, c'est une autre approche. Donc, il aurait fallu un plan disant, d'abord, on sort du charbon. Après, on va réduire le pétrole. Après, on va réduire le gaz. Et entre-temps, on garde le nucléaire, on développe le nucléaire pour encore une génération. Ça aurait été la réponse rationnelle. Mais après, il y a le jeu politique, il y a les jeux pignons, il y a tous les trucs. Voilà. On marche sur la tête, c'est très compliqué. Ça, c'est l'écologisation de l'énergie. Et encore, c'est pas le plus dur. Alors, dans certains domaines, l'écologisation est très rapide. Regardez la vitesse de transformation des voitures. C'est phénoménal. Évidemment, c'est impensable sans le numérique, ça précisément. Mais ça va très, 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 très vite. Bon, il y a des éléments paradoxaux. La capacité des téléphones d'aujourd'hui est incroyable, mais il y a 51 composants, je crois, dans un téléphone, une cinquantaine de composants dans un téléphone d'aujourd'hui. Donc ça veut dire comme une ponction dans des tas de pays dans le monde pour trouver tel ou tel matériau le transformer. Bon, si on prend la transformation du monde agricole, par exemple, et de l'agro-industrie, c'est plus long parce que ça concerne des gens. À la limite, on peut dire on va changer toutes les usines pour faire des moteurs électriques, si on y arrive. Ça suppose d'inventer les batteries de l'avenir. Bon. Mais en matière agro-industrielle, même si on pense qu'on mange trop de viande, donc il faut diminuer, parce que sinon on va continuer à battre des forêts entières, à alimenter des animaux avec des aliments dégoûtants, et puis en plus ils rejettent du méthane, bon, etc. Donc si on est un écologiste complètement fanatique et abstrait, on va dire on va interdire la viande à l'ensemble de l'espèce humaine demain. Mais il n'y a pas de martien qui va prendre le pouvoir sur la planète pour faire ça. Bon, donc c'est absurde, ça ne veut rien dire. Donc dans ce domaine-là, si vous voulez convertir correctement, humainement et socialement les gens qui vivent de ça, on ne va pas mettre en chômage des centaines de millions de gens dans le monde du jour au lendemain. Idem pour la pêche. Donc le plan d'écologisation dans ce domaine doit être pensé sur 20 ans, pas sur 5 ans. Vous voyez, après ça se décline domaine par domaine. Quand j'étais en terminale et un peu après, quand j'ai commencé mes études supérieures, il y avait tout un chapitre sur les multinationales. Il y avait les États, et puis il y avait les multinationales, et on disait les multinationales vont jouer un rôle équivalent à celui des États. Elles vont être de plus en plus puissantes, elles vont sans doute par la magie du business créer des ponts entre les cultures et les populations, et donc c'était le capitalisme triomphant, le libéralisme qui va avec. Quel peut être aujourd'hui le rôle des très grandes entreprises dans ce monde-là ? Est-ce qu'elles vont souffrir avec l'état dont elles émanent? Est-ce qu'elles vont être une chance pour bâtir autre chose? Ou est-ce qu'elles seront tributaires du retour des nations telles que vous l'avez décrit et des tensions internationales? Les nations n'ont jamais disparu. Enfin, on a cru que. Mais vous parlez des entreprises chinoises ou américaines? Des plus grosses. Ah. Des plus grosses. Oui, mais en fait, elles ont des racines dans un pays plutôt que dans un autre. Oui. Américaines, chinoises, européennes. L'idée qu'elle n'ait pas de nationalité, c'est du baratin, ça. Alors, une petite remarque ironique sur multinationales, mais peut-être que quelqu'un ici va corriger. Je crois me rappeler que c'est IBM, il y a très 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 longtemps, qui était confronté à une contestation du côté impérialisme américain et compagnie, qui avait inventé le terme multinational. Et on n'est pas américain, en fait, on est multinationaux. Évidemment, il y avait des employés japonais ou autres. Bon. Mais en fait, le capital, la décision était américaine. Donc, je crois qu'à l'origine, c'est un masque. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des grandes... La question suivante, ce qui est tout à fait vrai, il y a des entreprises qui se sont développées de telle façon, notamment déjà avant la mondialisation triomphante et encore plus après, qui sont des géants absolus. Donc, énormément d'entreprises qui ont beaucoup plus de puissance et d'influence que les 3/4 des membres des Nations Unies. Pas uniquement en termes du budget comparé. Et d'ailleurs, dans vos domaines, vous savez bien que
dans les domaines informatiques au sens très large et tout ce qui en décline, et le numérique et le cyber et tout ça, et l'espace et tout ça. Il y a la compétition entre 10 à 12 pays, au maximum, toujours les mêmes, et 20 à 30 entreprises qui viennent des mêmes pays. Donc c'est une compétition, donc ça dépend lesquelles. Ça dépend pour lesquelles, en fait. Alors, il y a un mouvement, vous y faites allusion très justement, il y a une sorte de délire de puissance aussi dans les grandes entreprises, il y a une sorte d'hubris californienne, par exemple. Et tous les grands patrons des GAFA, à un moment ou à un autre, ils se sont dit, c'est quand même ridicule de dépendre de décisions de Washington, d'un président qui ne connaît rien à tout ça, élu pour des raisons qu'on n'a pas compris, avec des sénateurs absurdes tenus par des lobbies. Bon. Donc il y a quand même l'idée, on trouve ça dans la littérature, il y a un mélange d'esprit individuel libertaire et d'arrogance chez certains inspirateurs ou concepteurs des grandes entreprises californiennes. Ça serait quand même mieux qu'on ne dépende pas de tout ça, de toutes ces bêtises de la démocratie. Là. Donc ça serait mieux qu'on achète par exemple une île déserte et qu'on soit extraterritoriaux. Alors on a connu ça dans le passé parce que les grands ordres religieux raisonnaient comme ça, en fait, au Moyen-Âge. Ils ne voulaient pas dépendre du pape ni de l'empereur. Et puis il y a des organismes comme ça, regardez l'histoire des Templiers, ils se sont fait rattraper par les rois capétiens, mais il y a déjà eu l'idée, on ne veut pas dépendre des États, c'est trop ridicule. Et alors, c'est d'ailleurs à mon avis en anticipant là-dessus, en voyant le genre de thème que développent les leaders des entreprises, notamment américaines, que Xi Jinping, à un moment donné, a dit ça suffit l'évolution, on ne va pas copier les États-Unis. Je ne veux pas que M. Jack Ma se prenne pour le patron de Microsoft ou d'Apple. Hein. Donc ils l'ont remis dans la boîte, boum, par rapport à ça. Donc oui, il y a un conflit. Mais à la fin des fins, déjà aujourd'hui, les grandes entreprises, je le répète, ont beaucoup plus de puissance que les 3/4 des pays. Hein. Et encore quand il faut... Alors, les Européens, quand ils arrivent à se regrouper, c'est un sujet précis, en dépassant leur divergence de fond, de sensibilité, comme par exemple la question de la protection des données, s'ils travaillent bien, s'il y a un commissaire astucieux, ils arrivent à faire un peu contrepoids par rapport à l'énorme machinerie américaine, mais la puissance donc tous les systèmes américano-californiens par rapport à la décision à Bruxelles est géante. Et donc, on est dans un domaine de rapport de force, mais pas entre États. Là. C'est plus entre, par exemple, la Commission de Bruxelles, dans cet exemple, et certaines grandes entreprises, qu'avec le gouvernement de Washington qui navigue, avec quelques personnes qui disent aux États-Unis, ils commencent à être trop gros, donc il faut faire comme avec Rockefeller, au 19e, il faut le découper en morceaux. Mais ils n'osent pas. Ils n'ont peut-être plus la puissance. Donc vous avez raison, vous avez mis le doigt sur un gigantesque bras de fer qui n'est pas prêt de se terminer. Et il ne faudrait pas que ce bras de fer non résolu au sein du monde occidentalo-globalisé profite aux Chinois, qui eux n'ont pas la même difficulté. Est-ce que les questions de cybermenaces font ou rendent caduque tout ce qu'on pouvait lire sur l'art de la guerre, les grands stratèges de la fin du 19e siècle, les stratèges chinois d'avant. Est-ce que la cyberguerre change la donne des rapports de force ou est-ce que c'est toujours pareil ? Ça change et ça change pas les deux. Mais de toute façon, à chaque révolution technologique, ça devient un instrument de la bataille dans l'histoire du monde, du rapport de force. Et donc, il y a des capacités cyber, et donc il y a des capacités offensives ou peut-être défensives. Donc ça entre dans le jeu. Mais c'est toujours entre les mêmes pays peu nombreux dont j'ai parlé. Hein. Il n'y a pas de cyberattaque du Nigeria contre je sais pas quoi, l'Indonésie. Bon, ça n'existe pas. C'est toujours les mêmes pays. Et d'ailleurs, ça fait maintenant plusieurs années que c'est répertorié, catalogué comme faisant partie des menaces potentielles. Alors vous savez mieux que moi à quel point c'est compliqué parce qu'on n'est pas tout à fait sûr des sources. Par exemple, il y avait en Ukraine avant un nombre incroyable de hackers ukrainiens par rapport à ça, qui ne travaillaient pas forcément pour l'Ukraine d'ailleurs. Enfin, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que quand on est menacé par une armée qui marche à pied, on voit. Mais ça en fait partie. Et d'ailleurs, dans le groupe de travail de réflexion sur l'avenir de l'OTAN, auquel j'ai participé il y a 2 ans à la demande du président, il y avait une dizaine de personnes qui représentaient les 30 pays de l'Alliance. Et une des questions, c'était est-ce que les cyberattaques peuvent relever du fameux article 5 de l'Alliance Atlantique, qui fait obligation aux alliés de défendre n'importe lequel qui serait attaqué. La conclusion était oui.
Oui, ça peut. Ça peut en relever. C'est pas automatique. Il faut quand même avoir une idée assez précise de d'où vient l'attaque. Après, il y a qu'est-ce qu'on fait en réponse. On peut répondre par des cyberattaques aussi. Ils ont dit ça peut, mais ils n'en ont tiré aucune conclusion opérationnelle. Non, c'est-à-dire, si ça peut, c'est pas contraire au traité de l'Alliance Atlantique. C'est pas contraire à nos principes d'organisation. Donc c'est une décision politique le moment venu. On peut dire, oui, nous décidons que nous acceptons l'idée, nous avons évalué, et l'Estonie, pour prendre un exemple précis, a bien fait l'objet de cyberattaques russes. Même si les attaquants sont très très dissimulés. On sait que c'est eux. Donc on ne s'interdit pas de faire des cyberattaques. Jusqu'à ce que tu établisses peut-être une dissuasion. Dissuasion dans le monde cyber, vous voyez. Mais c'est avant l'affaire d'Ukraine, ça. Hubert Védrine, ça fait 42 minutes que nous parlons. On a commencé à 20h. Le silence, j'imagine, le silence est studieux et attentif, mais enfin, il faut bien que les choses aient une fin. Mais quand même, j'ai des questions un peu plus... Je voulais vous demander si un État dans le monde, et compte tenu du tableau que vous venez de dresser, si vous avez le sentiment que certains États sont plus efficaces, mieux armés et plus adaptés au monde qui vient. Petits ou gros, d'ailleurs. Alors, en matière de technologie, je l'ai dit tout à l'heure, ça se joue entre 10 à 12 États, en fait. Après, ça dépend. Si on prend les puissances nucléaires, il y en a un peu plus. Si on prend le spatial, il y en a très peu. Si on prend les vraies capacités informatiques de pointe, il y en a encore moins. Bon, ça dépend. Donc, tout ça, ça se passe entre même le G20, qui est censé rassembler qui va se réunir à la fin de l'année, qui est censé rassembler les 20 puissances, c'est même trop large, en fait. Il y a des pays qui ne sont pas des puissances. Donc, il faut bien distinguer la capacité des puissances pour voir ce que ça change ou pas. Hein. Après, qu'est-ce que ça change? J'ai envie de répondre la même chose. Ça change beaucoup et ça change rien parce que la compétition continue, vous voyez, par rapport à nous. Alors, est-ce que des États, après, sont mieux capables dans le domaine de la géopolitique et de la politique internationale et des rapports de force? Il y a les puissances. Il y a les puissances dominantes. Les États-Unis, que j'avais appelé l'hyperpuissance, maintenant la Chine qui le défie. Et il y a quelques puissances autour. Nous, on est, à mon avis, une puissance moyenne d'influence mondiale. Encore maintenant. Quand Giscard avait dit il y a longtemps, la France est une puissance moyenne, il s'était fait engueuler par tout le monde. Les gens avaient dit, mais c'est honteux de parler comme ça de la France, qui est une grande puissance, qui est ceci, cela. Bon, on n'est évidemment pas les États-Unis ni la Chine. Donc on est une puissance moyenne. Mais c'est déjà considérable d'être une puissance. Sur les 200 pays des Nations Unies, il y a combien de puissances? Donc si on est dans le paquet des 10-15, c'est déjà considérable. Après, il faut voir comment on joue, quelles sont les alliances, est-ce qu'on est habile, est-ce qu'on est persévérant. Et le problème de la France, c'est que c'est un pays bavard, un peu chimérique et qui parfois manque de continuité dans le développement de ses politiques dans quelques domaines que ce soit. Ça nous affaiblit par rapport à d'autres pays moins grandiloquents et qui ont plus de continuité. Après, alors il y a plein de pays qui sont rien, qui sont pas des puissances, qui dépensent que des autres, qui sont obligés de prier pour qu'il y ait une communauté internationale ou demander l'aide internationale ou de supplier les puissances du coin de ne pas les embêter. Bon, il y a plein de pays comme ça, plein. Et entre les deux, il y a des pays qui sont des pays petits, mais très, très habiles, qui se demandent évidemment pas comment ils vont propager leurs valeurs universelles, c'est pas le genre de leur problème, ça. C'est voir comment ils vont naviguer là-dedans, comment ils vont mener leur barque. Ça peut être alors il y a évidemment Israël, mais Israël a d'autres moyens d'influence géants, notamment sur les États-Unis. Mais la politique israélienne est intéressante à observer par rapport à ça. Elle est intelligente, elle est parfois choquante, mais intelligente. Il y a Singapour, un pays comme Oman, auquel on ne pense pas, le sultanat d'Oman, qui est entre le monde iranien-perse, le monde indien et le monde arabo-sunnite, et ils sont à la charnière de tout ça. Ils sont très habiles. Ils sont très habiles depuis toujours. C'est un pays auquel on ne pense pas. Mais en Europe, il y en a un, à part... non, parce qu'il y a l'Union européenne. Ouais. Donc il n'y a pas de pays européen dont vous dites, celui-là tirera son épingle du jeu. La plupart des pays de l'Union européenne, en tout cas, si alors la Suisse. Sinon, la plupart des pays européens, ils sont quand même
dans le courant historique de l'Union européenne, avec des orientations générales, des valeurs communes, etc. Ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas de politique étrangère, en fait. Donc ils peuvent se satisfaire de dire qu'ils sont pour la démocratie, pour les droits de l'homme, etc. Mais c'est pas une politique, ça. Alors ils ont des politiques de voisinage. Donc chaque pays, même tout petit, il y a 2-3 sujets sur lesquels ils bougeront jamais. Et donc il y a des négociations. Même chaque année, il y a des négociations entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, par exemple, sur différents sujets qu'on ne connaît pas. Bon, vous voyez, par rapport à ça. Donc, ça peut être, il faudrait regarder, faire l'historique des décisions au sein du Conseil européen, qui est une sorte de vaste négociation permanente, pour voir ceux qui se débrouillent bien. Mais moi, je trouve que, je l'ai dit avant, que l'Allemagne, par exemple, qui fait presque jamais aucun plan sur rien, a une énorme continuité d'une coalition à l'autre. Et si vous regardez là, 2 choses, l'état du rapport de force entre les 2 pays à la fin de Mitterrand et Kohl, et maintenant, en termes institutionnels, dans les traités, l'Allemagne a bien joué quand même. Le poids de l'Allemagne, je ne dis pas que c'est pas légitime, mais c'était bien joué. Bien joué sans qu'il n'y ait jamais aucun plan allemand sur tout ça. Donc ils ont augmenté leur poids dans à peu près tout. Conseil européen, Parlement, etc., etc. Bon. Ça, c'est un exemple à méditer parce que c'est pas du tout comme ça que les Français fonctionnent, vous voyez. Et après, il y a des petits pays, réellement petits dans le système, dont on verrait que ils sont bien débrouillés. Mais en général, ça m'attriste de dire ça. J'ai conduit la diplomatie française pendant 5 ans quand même, hein, et je suis viscéralement attaché à ça et à mon pays. Mais il faudrait qu'on soit moins de déclarations et plus de continuité, si on voulait ressembler au pays idéal que vous recherchez. Mais j'ai dit la Suisse, vous voyez. Pardon ? J'ai parlé de la Suisse qui est... Mais oui, ça me fait très plaisir. Pas dans l'Union. Je n'ai aucun rapport de près ou de loin avec la Suisse. Je vous trouve très serein pour quelqu'un qui connaît les turpitudes et les faiblesses de ce monde et son fracas par cœur et les forces qui sont à l'œuvre. Est-ce que le fait de bien le connaître vous empêche parfois de dormir ou au contraire, finalement, vous avez une sérénité dont vous ne vous départissez jamais ? C'est pas la sérénité, c'est l'expérience de tout ça, mais j'ai toujours pensé que le réalisme, la lucidité, la franchise étaient préférables. J'ai beaucoup vécu dans des mondes politiques nourris par l'illusion, parfois très romantique, parfois transportante. Mais les illusions conduisent inévitablement à la désillusion, à la déception, au sentiment d'avoir été trahi. C'est pas vrai, c'est simplement qu'au départ, il y avait une idée chimérique. Et après, on cherche les boucs émissaires, à cause de qu'on est trahi, on nous a menti, etc., etc. Moi, je combats de toutes mes forces avec les moyens. Je parle pour moi tout seul, j'ai pas de fonction ni rien, mais des combats une sorte d'honnêteté pédagogique. Je crois qu'il vaut mieux voir le monde tel qu'il est. Après, on peut débattre sur les évaluations, hein. Mais je trouve que c'est mieux, et qu'on soit un citoyen ou qu'on soit un responsable, un président, un ministre, un chef d'entreprise ou un créateur de start-up ou un animateur d'association. Je pense qu'on est plus à l'aise si on a accepté cette vision réaliste des choses qui nous est pas naturelle, nous, Français. Mais après, on va pas retomber de l'armoire tous les matins. On va pas être épouvanté par chaque nouvelle tous les jours. On va dire, oui, je sais, je m'y attendais, c'est dur, mais je vois ce qu'on peut faire. Vous voyez ? Donc il faut compléter cette analyse un peu scanner, là, par un chemin. Et à peu près dans tous les domaines, il y a quelque chose à faire. Il y a un chemin à suivre. Et moi, j'aime bien, je l'ai dit tout à l'heure, le monde de l'économie, mais j'ai dit pourquoi tout à l'heure, parce que le réalisme l'emporte nécessairement. Dans le monde de l'économie, des décideurs, des entreprises, des financiers, des investisseurs, etc. Forcément. Et là où dans les autres mondes, il y a le risque de l'irréel politique tout le temps. Merci Hubert Védrine. Merci à vous. Nous allons prendre le chemin de nos assiettes. Mesdames et messieurs, Hubert Védrine.